nous vous souhaitons la bienvenue dans votre univers, l'émission politique de 37 degrés. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Patrick Gille, député de Tours. Jean-Patrick Gille, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes député de Tours depuis 2007. Vous avez été conseiller municipal et adjoint au maire de Jean Germain pendant de nombreuses années. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez dit à une consoeur du journal Le Monde que vous connaissiez bien les gens de droite parce que vos parents étaient petits commerçants de droite. Alors, vous connaissez bien les gens de droite au point de les fréquenter ou de les affronter? Maintenant, plutôt de les affronter, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu, voilà, ma famille, c'est le croisement de deux familles, une sartoise, une parisienne, de commerçants, d'artisans, donc catholiques, de droite, Vous avez mal viré, traditionnels. alors? Oui, dans la famille, je suis celui qui a mal tourné. Hein. J'ai fait des études de philosophie, je suis devenu de gauche, etc. Voilà. Mais ils m'aiment bien quand même, parce que au-delà de ça, c'est une famille qui m'a appris le sens de la liberté, je pense. Un sens prononcé de la liberté. Mais oui, ce que je disais, c'est que même encore aujourd'hui à l'Assemblée, moi, je n'ai pas grandi avec une famille de gauche où on a les discussions entre les socialistes et le cousin ou l'oncle communiste, etc. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, je comprends intellectuellement souvent le raisonnement de la droite. Voilà. Et parce que pour moi, et de gauche, ça a été un travail qui s'est fait à partir de la jeunesse, à partir de l'adolescence, du collège, etc. Ça a été une évolution, donc une forme de rupture avec ma famille, même si c'était pas un mode de conflit. Voilà, c'est comme ça. Je me suis mis à réfléchir et puis j'ai choisi plutôt ce camp-là. Donc vous n'êtes pas un dogmatique, vous êtes compatible avec les idées républicaines, toutes les idées républicaines. En fait. Je pense que j'aime les idées. Hein. La preuve, après, j'ai fait des études de philosophie. J'aime la discussion. Oui, je pense être assez ouvert. Ça m'intéresse de comprendre comment les autres raisonnent. Donc, j'aime les idées, mais je ne pense pas être doctrinaire. Voilà. Alors, peu de gens le savent, mais en 1980-81, vous avez milité pour Brice Lalonde et les Amis de la Terre. Alors, vous êtes toujours un socialiste écolo? J'allais presque dire plus que jamais, oui. C'est-à-dire que donc moi, je suis allé au lycée au Mans, à Montesquieu, et puis après, je suis arrivé à Tours faire mes études de philosophie en 80. Et c'est vrai que la première chose que j'ai fait en arrivant à Tours, c'est d'aller m'inscrire aux Amis de la Terre, qui n'était pas tout à fait un mouvement politique, qui était un mouvement écologique. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un dont j'ai perdu le nom, mais qui était très engagé localement, et puis il s'est trouvé après 80, donc après c'était 81, donc on a fait la campagne de Brice Lalonde. Ouais. Oui, et après donc je n'ai pas voté Mitterrand au premier tour. Voilà, ça, peu de gens le savent, alors ça c'est un scoop. Ah oui, mais à l'époque, moi, j'étais pas, même Mitterrand, pour moi, c'était comme les profs, quoi. Donc après, j'ai pas été déçu des socialistes, parce que, bon, j'attendais pas énormément de choses. Par contre, je trouvais que c'était quand même mieux que les années Giscard et tout ça. Donc, en 86, je décide d'adhérer au PS. Et alors, pour tout vous dire… En 86 ? Oui. D'accord. Pour tout vous dire, moi, j'étais une famille giscardienne. Hein, là, le héros à la maison, au revoir. C'était Giscard. Et alors, il y avait tout. Et en plus, il y avait, vous saurez tout, ma sœur était à l'école de commerce de Rouen à cette époque-là, et elle était avec le fils Giscard, Louis Joachim, que j'ai retrouvé à l'Assemblée, qui me disait… Alors ça, c'est pas banal. Oui. Ah, c'est intéressant, oui. Voilà, Donc vous avez toujours des connexions avec la droite. Hein, c'était quoi? Bon, je crois qu'aujourd'hui, pas tellement, non, pas tellement. Non. Pour eux, j'incarne… Alors, vous rentrez au PS en 86. Moi, j'ai regardé un peu votre parcours de militant et d'élu. Alors, je trouve que ça ressemble un peu à alors, c'est pas péjoratif, hein, mais un slalom entre les différents courants du PS. Vous avez été aubriste, puis à l'aile gauche du parti. Au début, j'étais jospiniste. Jospiniste, aubriste, puis à l'aile gauche du parti, ségoliniste en 2007. J'ai pas souvenir d'avoir été à l'aile gauche du parti. Non. Très honnêtement, non. Non. Ségoliniste. Oui. Et puis à nouveau aubriste. Alors, vous êtes où aujourd'hui? Non. 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 Moi, j'étais jospiniste et j'étais pour une étape importante, c'est le congrès de Rennes, pour une sorte de rapprochement Jospin-Rocard. Voilà. Bon, la constante dans tout ça, dans les débats qu'il y a, moi, je suis social-démocrate. Alors maintenant, ça passe à peu près. Il y a 20 ans, vous disiez ça, déjà au PS ici, il y a des gens, ils trouvaient que c'était à peine justifié que vous soyez au PS. Mais voilà, d'ailleurs, c'était le point commun qu'on avait avec Jean Germain, c'est de
de reconnaître ça. Et moi, je continue là-dedans. Dans mon travail parlementaire, par exemple, je suis vice-président de la Commission des affaires sociales, mais je m'occupe plutôt des questions d'emploi, de formation professionnelle. Et donc, je travaille beaucoup avec les organisations syndicales. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut construire quelque chose, qu'il faut travailler avec les forces sociales organisées, la société civile, les syndicats, et puis après, et le patronat, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur les intermittents, oui. Mais je crois que vous avez... C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce dossier-là, parce qu'on savait qu'un des éléments du dossier, c'était de discuter avec l'UNEDIC. L'UNEDIC est géré par les partenaires sociaux, principalement le MEDEF et la CFDT, et que tout le monde savait que je connais bien les personnes qui gèrent l'UNEDIC, si je puis dire. Même les députés UMP qui étaient avec vous dans cette commission ont salué votre travail sur l'intermittence. Est-ce que vous avez cette force de rassembler au-delà des clivages politiques ? Ça, c'est ce que j'essaie de faire politiquement, on y viendra peut-être. Mais, oui, mais je crois que vos collègues députés UMP ne tarissent pas l'éloge. Parce que j'aime bien apprécier dans ces sujets-là, où vous avez un conflit ou une médiation, il faut arriver à comprendre, il faut faire le pari de la rationalité. C'est-à-dire que les gens, ils ne sont pas totalement fous, s'ils sont arrivés à ce conflit-là, c'est que chacun a des positions, arriver à comprendre les contraintes de chacun, et puis dans un deuxième temps, si vous les faire comprendre, faire que chaque partie comprenne les contraintes de l'autre. Ça prend un petit peu de temps, et si vous arrivez à faire ça, les choses peuvent commencer à bouger. Non, mais je crois que, oui, vous avez raison, sincèrement, j'aime bien faire ce travail-là. Oui, parce qu'on a tendance à penser que... C'est la même chose que je ne suis pas doctrinaire, je n'ai pas des choses à arriver à imposer. Mais j'ai des convictions, je pense, tout le monde le reconnaît. Oui, mais vous savez les affirmer. Hein. Oui, on y reviendra tout à l'heure aussi. Oui, par moment. J'ai même, alors des fois ça surprend, parce que je peux même avoir des formes d'intransigeance sur certains points qui me paraissent vous êtes joueur importants. Aussi, hein. Vous êtes troublion et joueur, je pense. Ouais, provocateur un peu aussi. Mais oui. Souvent parce que si vous restez dans... C'est pour faire prendre conscience ? Oui, pour faire bouger les lignes un peu. Il faut mettre un peu d'humour, pour que les choses avancent. Si chacun reste totalement dans le personnage social qu'il a construit, le discours qu'il doit tenir, etc. On peut vous accuser de dogmatisme. Plus rien ne bouge. C'est ça, Plus rien ne bouge. Il faut arriver à faire des petits bouger les gens pour qu'ils disent oui, c'est vrai d'un autre côté. Personne n'est d'un seul bloc. Donc il faut faire sortir les gens un petit peu de leur rôle pour qu'il y ait de l'humain qui se mette là-dedans et que les choses avancent. Et c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse dans la vie. C'est pour ça que je fais de la politique. C'est le collectif. On va continuer sur la personnalité. Alors vous avez déclaré « Je suis ni franc-tireur, ni godillot, mais je suis libre de penser ». Alors, est-ce que c'est une façon de ne pas être catalogué ? Ou plutôt, alors vous faites partie des frondeurs, dit-on. Hein, voilà. Est-ce que vous êtes un frondeur light en fin de compte ? C'est marrant. Non, je ne sais pas. Non, là, les frondeurs, c'est à un moment donné. Là. Moi, je me suis retrouvé avec les frondeurs puisque je n'ai pas voté le CICE. Oui. Je n'étais pas persuadé de cette politique. Mais à côté de ça, j'ai voté la confiance à chaque fois, etc. Bon, et je ne me retrouve pas voilà, je ne suis pas sur la même ligne que Laurent Baumel et je ne vais pas à leur réunion. Enfin voilà, parce que je pense qu'après, on commence à refuser un peu tout. Les gens ne comprennent pas bien non plus. Et moi, donc moi, j'aime construire. Je pense que c'est plus fort que moi. Je suis un esprit constructif. C'est ça qui me plaît. Donc, être tout le temps dans une position du refus, je ne dis pas que c'est ça les frondeurs, mais voilà, c'est pas, je ne veux pas m'enfermer là-dedans. Ouais. D'accord, donc frondeur, mais pas trop. Ouais, même pas frondeur. Moi, libre de penser, enfin. Voilà. Mais ça revient au début. Hein. Je pense que c'est, et je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir donné ça dans la vie. Ouais. Vous êtes l'un des rares députés quand même à avoir porté 2 lourds dossiers, la formation professionnelle et l'intermittence du spectacle. Alors moi j'ai une question, est-ce que le gouvernement vous fait confiance ? Je pense. Oui, je crois, oui. Bon, de temps en temps, je pense qu'ils ont... Je ne rentre pas tout à fait dans les cases quand vous venez de le dire, mais c'est pas à moi de dire ça, mais je pense qu'il a la réputation d'être quelqu'un de sérieux sur les dossiers. Voilà, quelqu'un qui est un peu original. Des fois, je ne rentre pas tout à fait dans les cases. Donc je pense, par exemple, François Hollande, je pense que je suis un peu une énigme pour lui, parce qu'on s'est connu dans le parti. Oui, forcément. Il était le premier secrétaire du parti, donc moi j'étais responsable localement. Je l'ai eu comme collègue parlementaire, voilà. Bon. En plus, c'est vrai que vous avez été premier secrétaire de 93 à 2012.
C'est quand même un taux de Je longévité. me suis arrêté des 3 ans à un moment. Oui, c'est vrai. Vous avez une période. J'ai arrêté au bout de 10 ans, j'ai dit ça suffit, puis après ils sont C'était pas revenus me Sainte-Hélène, rechercher. rassurez-moi. Non. Moi-même j'avais dit je repars pas. Et puis donc il y a eu un mandat où il y a eu quelqu'un d'autre, puis tout le monde a dit ça serait bien que tu reprennes comme Jean Patrick. Et voilà, puis là j'ai arrêté définitivement. Voilà. Bon, rapidement, beaucoup de gens disent que vous avez bien mené le dossier de l'intermittence. Alors moi je vais poser une question assez simple. Est-ce qu'il y a une méthode Gilles? Est-ce que vous avez une méthode? Bah, c'est ce que une méthode, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que j'aime mener ce type de mission, voilà, de rassembler des gens, d'essayer de rapprocher les points de vue. Et, on vous le reproche ou pas, ça, d'ailleurs? Ouais, c'est pas toujours compris. Et puis de construire quelque chose de nouveau. Moi, c'est ça qui me passionne dans la vie, c'est comment on regroupe des gens et on essaie et moi, vous êtes un humaniste, alors? ça. Oh, oui, ça, je pense, oui. Ça vous caractérise? Oui, mais enfin, il y a plein de gens, heureusement encore, qui sont humanistes. Hein, oui, j'espère. Mais c'est vrai que l'humain me passionne. C'est d'ailleurs ça qui est passionnant dans la vie politique. C'est le vrai luxe qu'on a. Vous pouvez dans la même journée, le matin rencontrer le Premier ministre, l'après-midi ou à midi avoir une audition avec des personnalités passionnantes, et après faire des rencontres en permanence avec des gens qui sont en grande difficulté. Enfin, oui, c'est la richesse des rencontres. Ça, c'est. Alors, on va centrer le débat maintenant sur un peu la ville de Tours. Vous portez donc la flamme de l'opposition municipale, tout le monde le sait. Serge Babary va augmenter les impôts d'à peu près 4%. Y avait-il une autre solution pour vous pour trouver ces 3,5 millions manquants? Il y a toujours d'autres solutions. Bon, vous avez vu que dans la campagne, nous on avait indiqué depuis plusieurs semaines que visiblement, ils auraient recours à l'augmentation des impôts, parce que sinon, il faut développer toute une autre stratégie, ou dire on arrête certaines choses, certaines activités. Écoutez, on a les éléments du budget que depuis 24 heures, donc j'ai pu faire qu'un survol pour le moment. Mais visiblement, ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratégie arrêtée. Donc on fait un petit peu d'économie là, on augmente un peu les tarifs là, on baisse un petit peu ce qu'on avait senti dans le débat des orientations budgétaires. Et puis finalement, pour arriver à équilibrer le budget, puisqu'on aura une épargne nette juste à l'équilibre, on regarde combien il faut d'impôts supplémentaires. Ce qui est inquiétant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie. Oui, mais alors il est reproché à l'ancienne équipe dont vous faisiez partie d'ailleurs l'insincérité des comptes, c'est-à-dire que on a du budget. Voilà, du budget. Oui. C'est pas des comptes. Hein, oui, du budget, pardon. Bon, mais là on va le voir. On va avoir le compte administratif, justement, c'est la mairie rend les comptes. À côté de ça, le trésorier général rend le compte de gestion, c'est-à-dire que lui, comment il a fait les comptes. Normalement, ça correspond à l'euro près, sinon il y a un problème. Donc on va voir sur place. Le problème, il est pas là. C'est que le problème, c'est que depuis un an, puisque la nouvelle équipe est là depuis un an, les dépenses ont dérapé. Et il va falloir qu'ils expliquent. Alors pourquoi. on retombe encore dans. Ce n'est pas l'insincérité, c'est que vous verrez, les dépenses de la ville, je pense que c'était. Elles ont dérapé, mais elles ont été initiées avant. Non, non. Là, ça va être qui? Je veux dire, nous, on est parti au mois de mars, donc le budget, il faut qu'il l'assume. Parce qu'à chaque fois qu'une équipe, l'exécution du budget. À chaque fois qu'une équipe nouvelle arrive ou qu'il y a un changement, donc l'équipe d'avant est responsable d'un droit d'inventaire, et puis l'équipe qui arrive trouve parfois apparemment des problèmes dans les comptes, et l'équipe qui a perdu dit bah oui, ça y est, ils ont déjà fait trop de dépenses. Alors les gens sont un petit peu perdus. Qui dit vrai dans l'affaire? On va le voir, c'est ce que j'allais vous dire. C'est assez simple parce que je pense qu'ils pensaient qu'on gérait mal les choses. Et ça, c'est mal connaître Jean Germain, qui prof de finances publiques et qui avait déjà serré les comptes. C'est même pour ça sûrement une des raisons de notre échec, parce que c'était déjà très tendu. Mais en gros, d'une année sur l'autre, les dépenses de fonctionnement, elles augmentaient de 2 millions, des choses comme ça. Là, on a 7 millions d'augmentation. Donc ça, on peut avoir bien des défauts, mais ça, c'est pas nous. Donc c'est pas l'insincérité, c'est pourquoi ça a dérapé. Et si ça a dérapé, pourquoi ils attendent si longtemps pour corriger le tir? Dans ces cas-là, il fallait prendre des mesures très, très rapidement.
Et d'ailleurs, même aujourd'hui, un an après, on ne les voit pas vraiment, ces mesures, on aura la réponse bientôt, l'augmentation d'impôts. Donc voilà, on va avoir ce débat-là mardi. Mais le procès en insincérité du budget ne tient pas. C'est une manière de se défausser, mais on voit très bien sur les courbes que ça ne tient pas. Alors, cette semaine va être marquée par le procès de Jean Germain, dans le cadre de l'affaire des mariages chinois. Et puis, c'est une semaine judiciaire, puisqu'il y a eu la mise en examen de Philippe Briand dans l'affaire Big Malion. Alors, les deux grands ténors de la politique locale sont en cause, mais présumés innocents, bien sûr. Quel regard portez-vous sur ces deux affaires? En tant que citoyen, en tant qu'élu? Bon, je prends un regard très, très précis sur l'affaire de Jean Germain. Je pense que ça va se dégonfler doucement. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Je pense que c'est une épreuve pour lui, que malheureusement, et c'est son caractère et je le comprends, il s'est un peu enfermé par pudeur. Donc, j'étais plutôt à conseiller de dire, voilà, on est dans un monde, il faut parler, il faut s'expliquer, il faut donner sa version parce que sinon c'est celle des autres ou n'importe quoi ou qui de la rumeur ou de la vindicte. Profondément, et c'est tout à fait respectable, c'est pas son caractère, hein, donc on l'a bien vu. Donc du coup, il se retrouve dans une position difficile. En ce moment, d'autres parlent pour lui. On a vu le fidèle Alain Dayan qui commençait à parler avec les uns et les autres, la presse, les journalistes, pour essayer de commencer à dégonfler l'affaire avant, justement, on est en plein procès. Vous n'avez pas d'avis? Non, je ne connais pas bien. Enfin, c'était un moment. J'étais 12 ans premier adjoint, mais ça s'est passé après. Par ailleurs, il se trouve que par mes prises de position, mais c'est à côté, mais je ne suis pas tellement pro-chinois. Hein, j'ai une grande réticence. Ah bah oui, parce que vous, alors, voilà, on va le dire, hein, vous êtes président de l'amicale du Tibet. Voilà, donc je me bats plutôt pour la cause tibétaine. Donc, si vous voulez, c'était pour un point de discorde avec Jean Germain, mais enfin, on n'était pas sur la même position. Oui, ça, vous n'avez jamais été sur la même position là-dessus. Voilà, je suis jamais allé en Chine non plus, et je pense que je n'irai pas de sitôt, parce que je pense que l'ambassade de Chine ne me donnera jamais l'autorisation, un visa. Oui, mais vous assumez ça. Enfin, c'est aussi ça, un parlementaire, on assume. Ah ben je pense que ça fait partie du rôle de parlementaire, de se battre. On a une possibilité, on a une tribune et un peu de moyens pour se battre sur des causes comme ça. Donc je me bats pour le Tibet. Voilà, je suis aussi très critique sur Poutine. Hein, je pense qu'il y a des vrais soucis. Bon voilà, il y a des sujets. La démocratie russe. Oui, je me bats pour la liberté dans le monde, et je crois qu'il faut se battre contre certains régimes qui sont autoritaires, qui ont des gros moyens. Donc voilà, c'était un sujet, donc aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un sujet qu'on a, toute cette question, c'est un sujet qu'on a quasiment jamais évoqué avec Jean Germain. Parce que un sujet un peu tabou. Je n'étais pas, alors pour la question de la Chine en gros, et que je n'étais pas un chaud partisan non plus des mariages chinois. Donc on a un truc un peu à front renversé, parce qu'à l'inverse, Serge Babary a défendu les mariages chinois au nom du tourisme, du commerce, et est allé en Chine, etc. Donc, ça pouvait être une bonne idée à l'origine. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, je pense que l'idée, je pense que Jean Germain l'a fait pour ça, pour la notoriété de la ville, et puis éprouver, ça j'ai souvenir, quand il est allé en Chine, je pense que c'est quelque chose qui le fascinait, mais du point de vue du dynamisme économique, etc. Voilà. Alors, le dimanche 29... Quant à l'affaire Briand, moi j'ai pas d'éléments. Là, on avait compris dès le début que quand l'affaire Big Malion éclate, qu'il y a un gros problème sur le financement de la campagne, que la personne qui est trésorier de la campagne, on ne voit pas comment elle peut y échapper. Je veux dire que même, j'ai aucun élément, mais même si ça s'est fait complètement à l'insu de son plein gré, pour reprendre une formule, de toute façon, vous êtes trésorier, donc vous êtes en responsabilité. Hein, Alors le dimanche 29 mars va rester marqué dans les annales de la gauche en général et du socialisme tourangeau en particulier. Une gauche défaite et humiliée, on peut le dire, hein, qui présage des règlements de compte au PS 37. Alors est-ce que vous allez faire un remake de règlement de compte à Hockey Choral ou Massacre à la tronçonneuse? Écoutez, deux choses. C'est sûr que là, entre les municipales, les européennes et là les départementales, c'est vrai qu'on a subi trois défaites assez lourdes.
qui moi me font beaucoup de peine parce que j'ai vu en 12 mois tout ce que j'avais mis 20 ans comme premier secrétaire à construire. J'allais dire s'effondrer, donc c'est pas, je regarde pas de ça de gaieté de cœur, et que je me retrouve en situation 20 ans en arrière. Ça, vous le regrettez? Moi, j'ai connu dans l'opposition, être dans l'opposition municipale, avoir que quelques élus au Conseil général. Enfin, voilà, quand je suis devenu premier secrétaire en 93, c'était notre situation, et qu'on a complètement renversé la table. Beaucoup de nos amis, de nos camarades n'ont pas connu, n'ont connu que les victoires. Donc c'est très douloureux. Mais je ne vois pas pourquoi on serait dans des règlements de compte. Je vois ça périodiquement dans la presse locale. Moi je ne suis pas dans... On connaît quand même les personnages du PS37. Mais je ne suis pas dans cet état d'esprit. Moi, je me dis, on est revenu en 20 ans en arrière, il faut redémarrer, il faut reconstruire. Donc on ne demande pas la tête de Michael Cortot? Écoutez, moi, ça serait la question. Certains, mais non. Enfin, certains dans le PS37 là. Ouais, mais en même temps, bon, moi, je sais ce que c'est. J'ai été premier secrétaire. C'est une tâche ingrate. Hein. Oui, c'est toujours exposé. C'est comme sélectionneur de l'équipe de France. Quand l'équipe gagne, c'est les qualités intrinsèques des élus qui viennent de gagner. Quand on perd, c'est la faute de la fédération et du premier secrétaire. Alors après, il peut y avoir des discussions, mais moi, je suis pas dans... Moi, mon état d'esprit, c'est comment on construit une opposition municipale. Parce que le gros enjeu, c'est quand même Tours. On a bien vu comment ça s'est fait. Donc, il y a 20 ans, c'est à partir de Tours, etc. Et puis, voilà, comment on met les choses. Comment on prépare des nouveaux candidats. Vous avez vu Rémi Levaux à Amboise, 23 ans, vous pouvez gagner. C'est le seul. Sinon, on a laissé des vieux briscards du PS quand même y retourner. Pas tellement, mais on n'a peut-être pas fait assez de... Quoique je ne sais pas, on avait quand même fortement renouvelé. Bon, là, on avait des vents contraires très forts, hein, qui sont liés à la politique nationale. Mais c'est ça, hein, la vie militante. Je pense qu'il faut... Voilà, le mot d'ordre, c'est de reconstruire. Les vieux éléphants du PS37, 2 jours avant le dépôt des candidatures pour ces élections départementales, vous avez dit qu'il faudrait reconduire les vice-présidents. On savait que dans ces vice-présidents, il y avait 2 dissidents, Alain Michel et Claude-Pierre Chauveau. Pourquoi avoir fait cette déclaration Non, la déclaration, elle n'était pas celle-là. La déclaration, c'était... Parce que la dissidence, on a vu que ça... C'était pas ça. C'était pas de soutenir la dissidence. C'était de dire attention à la course aux abîmes de la gauche dans le département. C'est-à-dire que depuis le début, on le dit, moi je l'avais dit, si on part divisé, ça va être une catastrophe. Et on est parti divisé et ça a été une catastrophe. Donc c'était ça le sens. Donc à partir de là, j'avais dit, il y a 2 gros problèmes qu'on n'a pas réglés. Sur la riche, on n'y est pas arrivé entre Alain Michel et Pascal Boutsol. Donc il y avait une haine. Ouais, mais moi je dis, en tant qu'observateur dans politique, ces cas-là, c'était quand même il faut assez, trancher. J'étais plutôt pour trancher dans l'autre sens, en disant prenons l'expérience d'Alain. Je pense que ça serait plus percutant. Mais mon idée était de dire, il ne faut pas qu'il y ait 2 candidats qui partent, parce que c'est même plus la peine d'aller aux élections, c'est perdu d'avance. Et on l'a vu. Sur tout reste, je craignais un peu la même chose, parce qu'il y avait trois candidats. Finalement, ça s'est passé mieux que prévu, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on est passé parce que, entre guillemets, la candidature de Claude-Pierre Chauveau s'est effondrée. Bon. Mais sinon, si on avait eu Claude-Pierre Chauveau un peu plus haut, etc., on se retrouvait... bon. Moi, j'ai maintenu jusqu'au bout, je pense, et parce que j'ai fait ça pendant 20 ans aussi, mais on n'était sûrement pas dans le même cas de figure, de dire il faut se rassembler. Le mode de scrutin, on l'a vu, l'élection départementale, mais partout en France, elle s'est jouée au premier tour. Le deuxième tour, c'est les reports de voix, ils sont plus ou moins bien faits, mais ça n'a rien bougé. L'entre-deux tours n'a rien bougé. Et on l'avait vu. Alors que nous, il faut qu'on fasse une profonde mutation, le PS. On était un parti de deuxième tour. La vie politique française. Oui, parce que vous aviez des partenaires. On était un parti de deuxième tour, donc on arrivait au premier tour. Puis après, ce qui a expliqué aussi une forme de dépolitisation, qu'on pourrait dire, parce que vous êtes un parti un peu attrape-tout. Parce qu'il ne faut pas dire des choses trop tranchées, parce qu'il faut être en capacité de bien rassembler au deuxième tour. Et là, avec la tripartition de la vie politique, les choses sont complètement changées. Il faut qu'on change notre mode de raisonnement, parce que tout se joue, enfin beaucoup de choses se jouent au premier tour. Et vous l'avez vu, il y a les cantons où on n'était pas présent au deuxième tour, donc où c'était FN-UMP, on a été voté UMP, c'était
à chaque fois dans le département, le total gauche était, la gauche serait allée unie, on était devant et on n'avait pas ce sujet-là. Alors la gauche, c'est dramatique puisqu'on gère la région, on gérait la ville, le département ensemble, dans de bonnes conditions. Personne n'a dit il y a trahison, etc. Mais bon, une partie de la gauche, les Verts, le Front de gauche, a décidé de scinder, voilà, sur l'ambiance. Et c'était ça le sens de mon communiqué. C'était le communiqué la dernière. Est-ce qu'on peut pas faire parce qu'on avait quand même des contacts qui prouvaient. On avait fait des propositions de dire la moitié. On fait des binômes, on se partage. On avait même dit sur tout reste, si vous voulez, on vous laisse vert. Et puis on avait fait des propositions au Parti communiste aussi sur Chambray, etc. Ça a été à 2 doigts de se faire. Oui, et puis ça s'est pas fait. Alors justement, ça s'est pas fait. Vous l'avez regretté. Et alors, on va revenir sur la semaine précédente le premier tour. Alors là, c'est un tweet qui va rester longtemps dans les mémoires de certains partenaires de gauche, enfin de la gauche plurielle à l'époque. Ça va me donner l'occasion de m'expliquer. Ah oui, voilà. Je vous remercie. Alors, vous tweetez, je vous cite, comme le 11 janvier, dites non au frontamentalisme le 22 mars, ni FN, ni Front de gauche. Alors là, pour savonner la planche des relations entre… Il n'y a pas ni. Il y a hashtag. Ah oui, alors. Ah ouais, ça fait une différence. Hashtag FN, hashtag… Voilà. Excusez-moi, 22 mars prochain, hashtag FN, hashtag Front de gauche. Alors, vous avez été joueur là-dessus parce que les Verts et la gauche, mais alors vous en veulent à mort. Bon, les Verts, ça va. Les Verts, ça va, ils sont pas cités, les Verts. Non. Vous n'aviez pas mis d'autre chose dans ce tweet, non ? Non. Les Verts, je pense qu'il n'y a aucun souci. Il y a même des gens qui m'ont… Voilà. Bon, après, j'aurais peut-être… Bon, c'était un jeu de mots sur le mot de front. Jean-Patrick Gilles, vous avez mis le feu avec un ce petit tweet. peu, ouais. Sur le mot de front, donc j'ai mis Front National, Front de gauche. Bon, première chose, parce qu'après, il y a des trucs qui circulent en disant il y a un amalgame entre djihadistes, terroristes, Front National. Oui, pas du tout. Je ne parle pas de djihadistes, etc. Je voulais dire simplement, on était avant le premier tour et que la gauche était divisée. Moi, je voulais dire simplement que je refuse la montée aux extrêmes de la vie politique. En tout cas, dans les discours, etc. Voilà. Dans les deux sens. Ouais. Dans les deux sens. Voilà. C'était ça, c'était un avertissement dans ce sens-là. Je pense qu'il y a à la gauche de la gauche, et notamment, non pas chez les communistes traditionnels, mais je l'assume, je leur ai dit, au parti de gauche, un peu, là aussi, une montée aux extrêmes, des amalgames. C'est ce que j'ai dit, j'ai eu un petit article dans l'Humanité, j'ai pu l'expliquer. Oui, j'ai fait comme ils font des tweets, eux, tous les jours. On en prend plein la tête, les sociodémocrates, etc. Je leur ai dit, vous voyez comment ça fait quand on prend un truc comme ça. Nous, c'est tous les jours. Dans les manifs, on va, c'est pareil, on se fait engueuler, pourquoi vous êtes là et tout. Bon, moi, je n'accepte pas ça. Voilà. J'ai toujours milité pour le rassemblement de la gauche et je continuerai. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas en désaccord. Mais voilà, on peut faire la part des choses. Et donc, moi, je refuse ces formes de radicalisme politique. Et donc, que j'appelle ça une forme de fondamentalisme politique. Voilà, on fait des discours, enfin, donc, qui sont le jeu de mots frondamentalisme. Frondamentalisme, mais j'espère bien imposer. J'espère bien imposer le concept parce que je pense que il faut que beaucoup de gens réfléchissent à ça. Vous voyez, on mène une petite vie tranquille, on a des placements en bourse, etc. Et puis de temps en temps, le dimanche, on est hyper gauche. Non, mais moi, ça m'énerve aussi. Vous accusez là ? Oui, il y a des gens comme ça, bien sûr. On fait des grands, voilà, et on est ouvriériste le dimanche. Non, il faut être dans la réalité et comprendre qu'il y a un sujet. Ça va encore leur faire plaisir. Oui, parce qu'à faire ça, vous avez vu, 50% des ouvriers, ils votent Front National. Et puis après, il y a un autre sujet. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a des risques, je ne dis pas tout le monde, mais j'alerte sur des risques de convergence. Et on l'a vu. Et même le camarade Mélenchon, que je connais un peu, qui est quand même un garçon brillant, d'une grande culture politique, je ne sais pas. Mais non, je ne le disais pas pour lui. Mais de temps en temps, il a fait des choses. On ne comprend pas bien pourquoi lui, une sorte de sympathie pour Poutine, de temps en temps, une sorte de sympathie pour les régimes forts. C'est un troublion aussi, lui. Moi, je mets en garde là-dessus. Parce qu'il y a un sujet de fond derrière. Et ça me permet de l'expliquer sur une autre phrase qui n'est pas de moi, mais qui a été dite cette semaine dans la Nouvelle République. Je dis il y a un vrai débat à gauche qui est sur la compatibilité de notre système social qu'on défend tous et de l'Europe. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'on doit bazarder notre… Au contraire. Mais c'est ça qu'on n'a pas réglé. Et que beaucoup de gens, sincèrement, là c'est le débat de fond, pensent que le système social français, l'État social, issu de la résistance, etc., n'est pas compatible. Voilà, face à la mondialisation, l'Europe est en train de le détricoter. Et ça, on peut comprendre qu'ils pensent ça, parce que spontanément, on peut avoir cette vision-là. Et donc, eux,
ils considèrent, et c'est une partie de la culture de la gauche française, que cet État social n'est possible que dans le cadre national. Et le sujet, c'est que le Front National dit ça aussi maintenant. Là, Marine Le Pen, elle ne dit pas la même chose que son père. Il y a des tracts, des fois, si on ne vous met pas la signature. Donc, il faut réfléchir, parce que c'est ça le nouveau clivage. C'est ça le nouveau clivage qui explique qu'une partie des employés des gens du Front National, ils ne sont pas fachos du tout. Ils sont sûrement pas racistes, mais ils ont un réflexe national parce qu'ils pensent que ça les protège et que l'Europe est en train de les massacrer. Et bon, moi, je suis pro-européen et mon sujet, c'est de faire comment on construit l'Europe sociale. Comment, parce que je pense qu'il faut faire l'Europe dans le cadre de la mondialisation, parce que sinon la France, on pèse 1% et on est voué à disparaître. Donc il faut construire l'Europe, mais comment on fait pour que l'Europe, porter au niveau de l'Europe ses protections. Et c'était le discours de Mitterrand. Mitterrand, à un moment, en 83, c'est difficile. Il fait le choix de l'Europe et il vend un peu aux Français que l'Europe, ça va être la France en grand. On a compris que ça ne peut pas être ça. C'est pas tout à fait ça. On a compris que c'est un sujet qui vous intéresse. Ah ben parce que je pense que c'est un vrai sujet de fond. On va être obligé de conclure, mais oui, c'est un vrai et c'est vrai que là, des fois, j'ai des expressions, et je vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer, parce que c'est pas toujours compris. Les gens, ils arrivent, ils disent, bah non, alors l'autre, il est vraiment vendu. Mais comme on a l'habitude de vous voir troublion et un peu joueur, on se dit, ça y est, Jean-Patrick Gilles a encore joué. C'est pas que je joue, c'est que je pense que des fois, il faut lancer un peu une provocation comme ça, qui peut-être pas comprise sur le moment, mais je pense que ça chemine, ça chemine les idées politiques. Les gens auront compris, j'espère, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un jour maire de Tours ? Bah écoutez, j'y pense pas tous les matins. Par rapport à cela, on verra bien qui sera candidat dans 5 ans. Je pense que c'est un enjeu énorme de reconquérir la ville. C'est pour ça que, on l'a dit clairement, le groupe d'opposition s'appelle Tours 2020, comme ça les choses sont claires. Compris, oui, bah oui. Moi, je considère que ma mission, bon, je me la suis donnée à moi-même, mais c'est de construire une opposition crédible. C'est pas facile avec les Verts et le Modem et... Écoutez, ça a été tendu dans les élections, mais entre nous, vraiment, ça se passe bien. Et avec les communistes aussi, on était ensemble, Josette et Pierre Texier, on était ensemble. Écoutez, on est dans des groupes différents, c'est le choix qu'ils ont fait, mais à chaque fois, on prépare les conseils ensemble, on prépare chacun de notre côté, mais on a un temps d'échange et on se répartit un peu la tâche. Et puis, je pense qu'il y a plein de gens il faut faire émerger des gens qui ne veulent pas forcément s'engager dans un parti politique, mais qui veulent s'engager dans le concret. Donc on va développer petit à petit une association autour de Tours 2020 pour faire monter des talents. Et je crois qu'il y a une perspective crédible. Oui. Une dernière question avant qu'on se quitte. On va faire de la politique fiction. Bonjour, je suis Manuel Valls, je vous appelle un matin et je vous propose, je sais, ça vous fait rire, mais… Le ministère de la Pêche, j'ai fait ça, mes enfants… je vous propose un poste de secrétaire d'État à la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous me répondez ? Ben écoutez, là je suis assez tranquille parce que dans la loi dont j'étais rapporteur, on a décentralisé la formation professionnelle. Donc il y aura à mon avis plus jamais de secrétaire d'État à la formation professionnelle. Si on vous propose un poste de secrétaire d'État ou de ministre ? Écoutez, très sincèrement, vous n'allez pas me croire, mais ce n'est pas mon ambition. Non, si, on peut vous croire. Moi, je souhaitais dans la vie, et puis je me suis donné du mal. Vous y êtes député. Voilà, ouais. Je trouve que c'est une belle fonction, c'est une noble fonction. C'est pas facile parce que dans un pays où le Parlement pèse pas énormément, mais enfin, on peut quand même faire des choses en étant parlementaire, on peut préparer des dossiers, avoir des missions d'information. Et je trouve que c'est à la fois, c'est merveilleux de rencontrer plein de gens, de faire la loi et d'être dans une possibilité de contrôle du gouvernement. Je pense que ce n'est pas vraiment vécu comme ça dans notre… Il n'y a pas une très forte culture parlementaire dans notre pays. Il y a même on a un parlementarisme rationalisé. Et il y a un fond d'antiparlementarisme qui est très très fort. C'est la 5e République. Qui est très très fort. Oui, mais qui vient de plus loin que ça, qui vient des années 30 aussi. Enfin, moi j'ai grandi, puisqu'on revient au début. J'ai grandi dans une famille qui était comme ça, donc je vois bien ce qu'est Non, mais l'antiparlementarisme goguenard, quoi. À quoi ça sert, tout ça. Bon, non, je pense que ça peut être… Voilà, ça peut être une activité, une fonction… passionnante, ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Bon, après, on dit que si on est appelé, ça se refuse pas. Mais je crains pas tellement d'être appelé parce que je pense que je suis vécu comme un élément un peu
un peu, je dirais pas incontrôlable, mais enfin une sorte d'originalité qui inquiète un peu parfois. Mais je la revendique. Bon, bah, alors merci, c'était vraiment le mot de la fin. Jean-Patrick Gille, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. J'étais très heureux de vous recevoir sur cette émission. Je vous dis donc au mois de juin pour la prochaine émission Votre Univers. Et d'ici là, continuez à nous regarder et à nous lire sur 37degrés-mag.fr. Au revoir et à très bientôt.